Bon, ça y est, on a décollé. À gauche, Cheyenne. À droite, Méro. Et derrière, Drogo avec Malou. On est parti avec toute la meute. Et on a, crapahutage compris, dans les petits villages, on a à peu près une 50aine de kilomètres à parcourir. Donc c'est pas énorme, mais pour une première fois pour Stella, c'est la première fois qu'elle part en randonnée comme ça sur plusieurs jours avec bivouac. On est assez chargé parce qu'on a emmené de quoi manger. Là vous voyez les chiens Cheyenne, elle porte des croquettes. Méro il porte des croquettes aussi, mais la sacoche elle tombe sur le côté, donc je pense que je vais rééquilibrer ça tout à l'heure, ou sinon je vais le mettre sur le dos de Cheyenne. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi tous ces choix. Et Drogo lui par contre, dans son sac il y a rien, c'est juste les gamelles souples, donc c'est très léger. Il a même pas 500 grammes sur le dos. Et en plus les 500 grammes il les avait pris récemment, donc là on a fait courir un peu avec la balle, tout ça, donc il a reperdu un peu. Mais dernièrement il a eu une tendance un petit peu à grossir. Il se lâchait un peu sur les gamelles de croquettes, donc il a pris un peu de poids. Donc le poids qu'il a perdu, il le retrouve sur son dos, donc ça le perturbe absolument pas. Je le charge plus Drogo parce qu'il il a 9 ans, et pour un chien de sa taille et de son poids, j'avais calculé la dernière fois, il a approximativement 70 ans. Parce que l'âge des chiens, il suffit de multiplier par 7, mais ça c'est approximatif. L'âge du chien en conversion en âge d'humain va aussi dépendre du poids du chien. Par exemple, Méro qui est là fait moins de 20 kilos, et Méro qui a 11 ans, techniquement il est moins vieux que Drogo qui a 9 ans. Méro il est à peu près à 65 ans en âge de chien, alors que Drogo lui il approche les 70 ans. Et Cheyenne elle a 7 ans. Elle est en âge de chien, je sais pas, faudrait que je regarde le tableau. Mais après en fonction des tableaux, il y a des fourchettes plus ou moins larges. Donc des fois ils sortent des chiffres, et puis t'as des tableaux qui sont très bien affinés. Et puis après, et bien dit, tout ça après ça dépend aussi de l'état de santé du chien, si c'est un chien qui vit dehors ou dedans. Il y a s'il fait de l'exercice ou pas. Il y a un tas de trucs qui rentrent en compte dans le calcul de l'âge du chien en fait. Et donc Cheyenne, comme c'est la plus jeune et comme c'est sa première aventure aussi, elle est un peu plus chargée que les autres. Et Méro lui, comme il est plus jeune que Drogo, il a en âge d'humain du coup, alors qu'il a 2 ans de plus en âge de chien. Et elle a sa petite sacoche, mais je pense, comme je vous l'ai dit, je vais la transférer à Cheyenne. Et il y a aussi la race. La race, ça joue aussi. Les huskies, c'est des chiens qui ont très peu de tare finalement. Tandis que les bergers allemands, vous connaissez, il y a toujours ces problèmes de train arrière qui peut survenir. Et c'est vrai que pendant Compostelle, j'avais déjà vu, mais même avant Compostelle, j'avais déjà vu des fois Drogo montrer quelques signes de faiblesse du train arrière. Et c'est pour ça d'ailleurs que pendant Compostelle, je l'avais souvent délesté de son sac. parce que voilà, j'ai pas envie que ça amplifie ce truc. Mais ça, c'est vraiment la race qui fait ça. C'est même si le chien ne fait pas beaucoup d'activité, même si le chien... quel que soit l'état de santé du chien, chez les bergers allemands, il y a souvent ce problème de train arrière qui commence à apparaître au moment de la sénescence, donc au moment où le chien commence à vieillir. Mais Drogo, pour son âge, franchement, il a encore super la pêche. En fait, il me fait penser à Maître Yoda des fois. Quand on le voit comme ça, il marche, il a l'air fatigué. Et puis, par contre, si tu lui jettes sa balle ou un bâton, mais il détale comme un lapin, et d'un seul coup, il retrouve une énergie incroyable. Donc, je vous dirai la destination où on va dans une prochaine vidéo. Là, il y aura... c'est pour l'instant, je tiens la destination secrète. Mais je vous dirai, on part à un endroit vraiment atypique. Je vais pas vous en dire trop maintenant, sinon vous allez deviner. Et c'est un endroit un peu magique, un peu atypique, vraiment exceptionnel. C'est vraiment un endroit exceptionnel. Et donc, on part pour cette destination. Et donc, une 50aine de kilomètres à peu près à parcourir. Au niveau de la météo, c'est cool, puisque apparemment on va avoir un temps clément. Si on était parti hier, c'était tout autre chose.
Et là, le fait de partir aujourd'hui, ben, c'est un hasard, mais au niveau de la météo, c'est parfaitement judicieux. Parce que ça va te faire pipi. C'est parfaitement judicieux. Parce qu'on va normalement avoir sur 3-4 jours une très bonne météo. Je sais pas combien de temps on va mettre à parcourir tout ça. Surtout que on va aller... je pense qu'on va aller à un rythme un peu cool. J'espère vendredi, on sera arrivé. Là, on s'est fait déposer de l'autre côté de Tulle. Parce que j'avais pas envie de démarrer cette randonnée en traversant une ville. Voilà, j'avais envie de partir directement sur les sentiers. Donc là, on s'est fait déposer de l'autre côté de Tulle. Et là, on démarre directement au moins sur les sentiers. J'ai fait le tracé moi-même sur l'application GPS dont je vous avais parlé la dernière fois. Qu'en fait, tu fais ton tracé sur une carte. Et puis après, ça génère un fichier GPX. C'est ces fichiers-là, après, qu'on peut transférer dans un GPS pour pouvoir suivre un itinéraire, tout simplement. Et là, dans cette première vidéo, je vais vous parler un peu des chiens. Parce que j'ai reçu, évidemment, directement, même quand j'avais fait Compostelle, t'as plein de gens qui déboulent et qui te disent ce que tu dois faire, comment tu dois le faire. Alors que j'ai quasiment toujours eu des chiens dans ma vie. Je vais vous parler de tous les chiens que j'ai eus. Et aussi, pourquoi des fois je prends certaines décisions et pourquoi des fois, par exemple, on me disait la dernière fois, mais pourquoi Drogo il est jamais détaché? Et en fait, je faisais la randonnée avec mon ex qui avait aussi son chien et les deux chiens ne pouvaient pas s'encadrer. Donc c'était pas responsable que de le détacher. Et même attaché, à un moment, ils se sont trouvés suffisamment proches pour réussir à essayer de se chicoter. C'était dans une vidéo de Compostelle qui s'appelait Clash au sommet. Voilà, pour ceux qui s'en souviennent, c'était à côté de l'espèce de porte des étoiles qu'on avait trouvé sur les plateaux de l'Aubrac. Et donc je vais vous parler des différents chiens que j'ai pu avoir, on va dire une lignée vraiment, parce que c'est une famille. Depuis les deux huskies là, depuis le grand-père, je les connais. Et par exemple chez Yen, je l'ai vu naître. Je vous montrerai d'ailleurs, peut-être que là la vidéo elle est peut-être déjà en train de passer. Ouais, parce que je vais faire le montage après et donc je rajouterai les images dont je vous parle. C'est la magie du montage. Et là ça grimpe un peu, ça se voit pas à la vidéo, mais ça grimpe un peu, c'est pour ça que je commence à être un peu essoufflé. Et sur Compostelle c'était un peu insupportable. Parce que tu croisais plein de boomers. Et systématiquement c'était il a chaud le chien. Systématiquement, il sortait une phrase comme ça. Il voyait, il faisait « Oh, le pauvre, il a chaud, le chien ». Mais il fait chaud, en fait. Il fait 30 degrés. On a tous chaud. Évidemment, le chien a chaud. Il n'a pas une clim intégrée. Quoique, quand il respire fort comme ça, c'est pour réguler leur température. Parce que les chiens ne transpirent pas. Un chien, ça ne transpire pas. Ça régule sa température en respirant fort comme ça. Et un autre truc qu'on me disait souvent, c'était... vous lui donnez à boire. En fait, ça me gonflait tellement qu'à la fin, je finissais par rentrer dans le jeu. Donc quand t'as un boomer que je croisais et qui me fait vous lui donnez à boire au chien, je disais non, l'objectif là, c'est de le faire marcher 200 km sans boire. C'est une expérience qu'on fait, c'est pour voir s'il peut tenir longtemps, tu vois. Et du coup, des fois, ils me regardaient, ils comprenaient même pas le second degré. Tellement qu'ils sont dans leur délire. Et c'est toujours ces gens, pas nécessairement les boomers, mais il y a des gens, ils vont toujours penser qu'ils aiment plus les animaux que toi et qu'ils sont plus vertueux que toi envers les animaux, alors que putain, mes chiens, je les aime. Je veux dire, si je vois il y a un truc qui va pas, si je vois qu'il y a une souffrance ou quoi que ce soit, je prends soin d'eux directement. Donc tous ces commentaires à chaque fois, il a chaud le chien, vous lui donnez à boire, c'est évidemment quoi. Évidemment que je lui donne à boire. Enfin bon, bref, tout ça c'est un petit peu pesant. Parce que la plupart des gens qui laissent ce genre de commentaires, ce genre de messages, je suis persuadé que je connais mieux les chiens que eux. Je connais mieux mes chiens que eux, ça c'est évident. Mais de manière générale, je connais mieux les chiens et leur mentalité que eux. Donc voilà, c'est un petit peu agaçant des fois d'avoir ce genre de commentaires. Et là après, alors Drogo là on le voit pas beaucoup. C'est un petit peu les huskies qui sont à l'honneur parce que lui, on a fait que de le voir pendant Compostelle. Et donc là, je pense des fois quand il sera devant, on le verra un peu plus.
Et là, c'est un peu les huskies qui sont à l'honneur. Et surtout, c'est la grande première fois pour Cheyenne. Cheyenne, c'est la première aventure qu'elle fait sur plusieurs jours. Alors que Drogo et Mero, eux, sont déjà bien... Enfin, surtout Mero, hein, le plus petit, donc le plus vieux. Là, celui qui a 11 ans, c'est un expert de l'aventure. J'ai fait les Cévennes avec lui, j'ai fait le Mont Blanc avec lui, en Haute-Savoie. On était monté à 3300 mètres. Je sais plus, j'avais filmé le panneau. Mais voilà, Mero, lui, il est aguerri. Et on les sent pas, ces 11 ans. Parce qu'à chaque fois que je croise des gens, ils me disent « Ah, mais lui, il est tout jeune. » C'est le plus vieux. c'est lui le plus vieux de la meute. Enfin bon, bref, je vais faire une petite pause là et puis je vais vous faire un historique des chiens juste après. J'ai préparé des images, tout ça, que j'ai mis dans le téléphone. Donc vous allez pouvoir les voir. Donc je crois des arrière-grands-parents jusqu'au petit-fils, puisque Cheyenne que vous voyez là, elle a eu 11 bébés avec lui, en 2 portées. Elle a eu 11 bébés avec Mero. Première fois, une portée de 4, et la seconde fois, elle avait fait 7 garçons, 7 mâles. Une portée avec que des mâles comme ça. Même la vétérinaire, elle m'avait dit, c'est pas souvent qu'on voit ça, et pas une seule femelle. Elle avait fait que des petits mecs. Bon, là, on s'est arrêté pour manger un bout vite fait. Je vais essayer de rééquilibrer la pochette de Mero. Et puis après, je vous ai dit que je vous parlerai des chiens, je vous en parlais, mais je ne vais pas parler que de ça. Je vais aussi parler après un petit peu de ce qui se passe dans l'actualité, parce que je crois qu'il y a pas mal de choses intéressantes qui se passent, et puis c'est bien de se pencher un peu là-dessus aussi. C'est bizarre, on n'entend pas couiner, lui. Non, je déconne, quand on est arrivé, il n'a pas arrêté de couiner. Il ne supporte pas de s'arrêter, en fait. Dès qu'il s'arrête, il se met à couiner, exactement comme sur Compostelle. Bon allez, je vous parle des chiens. Donc j'ai eu un premier chien qui s'appelait Hugo, et il a vécu jusqu'à 15 ans et demi. Et quand il est décédé, après j'ai pas résisté plus de 2 mois. Au bout de 2 mois, j'ai pris Mero, donc lui, celui qui est à gauche. Et au début, j'étais tout seul avec Mero. Et très vite, avec son ex, on s'est dit, tiens, on va lui prendre une copine, on va lui prendre une femelle. Et donc, quand Mero avait 1 an, enfin moins, quand Mero avait 10 mois, il y a Luna qui est arrivée et qui avait déjà 2 mois, qui venait juste d'être sevrée, d'un point de vue alimentaire. Et au début, normalement, c'est Mero qui devait faire des bébés avec Luna. Et en fait, Luna, elle a jeté son dévolu sur un autre chien qui s'appelle Kiba. C'est le chien blanc là que vous voyez qui joue avec Drogo. Et après, entre Kiba et Luna, il y a eu une première portée. Et la première de cette première portée, c'est Cheyenne. Et j'ai même une vidéo où on voit son premier regard quand elle ouvre les yeux pour la toute première fois. En fait, Cheyenne, je l'ai vue naître. Vraiment, je la connais depuis sa première fraction de seconde. Et ensuite, Mero qui n'a pas eu la mère, et bien plus tard, Mero a fait des bébés avec Cheyenne, comme je vous ai dit. Et il y a eu 11 bébés en tout, dont Cheyenne est la mère. Allez, on avance les loups. Hop. Donc comme je disais, il y a eu 11 bébés en tout, mais avant la naissance de Cheyenne, c'est Drogo qui nous a rejoints. Donc Drogo, pareil, quand il est arrivé dans la meute, il avait 2 mois, il était tout petit. Et Drogo, il était très copain avec Kiba. Mais comme c'est 2 mâles non castrés, quand Drogo il arrivait à maturité, eh bien il y a eu évidemment des tensions qui se sont mises en place avec Kiba. De l'union de Mero
et de Cheyenne, il y a, comme je l'ai dit, il y a eu 11 chiots, dont Chiroc, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à son père, Méro, et un autre chien qui s'appelle Haro, donc que vous voyez à l'image là aussi, qui est magnifique, il est super grand. En fait, Haro fait la taille de Drogo, parce que Haro a pris, au niveau de la taille, a pris de son grand-père, de Kiba, et évidemment il a pris les yeux de sa mère aussi, ou de sa grand-mère, parce que les yeux s'étaient inversés de la mère à la fille. Et sur Haro, je crois que les 2 yeux se sont réinversés encore au niveau de la couleur des yeux. Et donc ça, c'est des chiens qui sont encore dans la meute. C'est des chiens qui font partie de la meute, parce que c'est des chiens que j'ai donnés à des gens qui font partie de la meute. Par exemple, Chiroc, c'est Clyde Dog qui l'a. Et Haro, c'est Iman, donc qui est modératrice sur cette chaîne, qui a le chien Haro. Alors après, pourquoi les huskies? Non, je ne les détacherai pas. C'est une histoire de responsabilité encore. Parce que par exemple, donc Kiba, le père de Cheyenne, Kiba, une fois, il a tué 3 moutons. Il a tué 3 moutons d'affilée. Et attends, je vais te laisser un peu d'intimité, Méro. Une fois, il a tué 3 moutons d'affilée dans le même troupeau et il les a tués pour le sport. En fait, il a chopé un premier mouton, il l'a tué. Après, il a continué à courir après le troupeau. Il a tué un deuxième mouton et après, il a continué encore. Il a tué un troisième mouton. Et évidemment que son propriétaire a eu des problèmes à cause de ça. Il a dû rembourser les moutons. Cheyenne, ici. Quand j'étais en Eure-et-Loire, des fois elle disparaissait pendant 2 heures dans les bois, donc elle se barrait, elle revenait toujours, hein, mais elle se barrait et quand elle revenait, elle était couverte de sang, pas son sang. Et c'est arrivé à 2 reprises qu'elle rentre couverte de sang et j'ai jamais su ce qui s'était passé, jamais su si elle était partie tuer des poules dans le village ou si c'est un animal qu'elle a chopé dans la forêt ou quoi, j'ai jamais pu savoir. Donc je faisais quand même assez attention. Cheyenne, quand elle est arrivée chez Marilyn, elle a tué une poule instantanément. Ça a pas pris 5 minutes qu'on était arrivé. Elle a tué une poule. Et le fils de Cheyenne et de Méro, Haro, lui, il a carrément chopé un chevreuil. Il a chopé un chevreuil et puis il l'a zigouillé et puis lui il l'a mangé pour le coup. Il l'a pas tué pour le sport, il l'a vraiment mangé derrière. Donc c'est pour ça que les huskies, je les détache pas parce qu'il y a une responsabilité. Je peux pas laisser Cheyenne disparaître et puis après qu'elle soit allée tuer tout un poulailler chez des gens. Je suis responsable de ça et il y a des ennuis que je n'ai pas envie d'avoir. Donc voilà pourquoi je détache pas les huskies. Drogo, lui, il est détaché plus souvent. Bon, là, il est attaché parce qu'il a son harnais de trait et puis on fait la randonnée avec lui. Mais il est détaché beaucoup plus souvent. Je fais souvent des balades en forêt avec lui, il est détaché. Avec Drogo, il n'y a pas de problème de chasse ou de fugue. C'est arrivé une fois, j'avais fait un direct de nuit, je sais pas si vous en souvenez. J'étais parti me promener en forêt de nuit et j'avais filmé. Et là, à un moment, ouais, il avait disparu pendant une trentaine de minutes parce qu'il était parti courser un chevreuil. Et c'est la seule fois que ça arrivait, qu'il parte vraiment à la chasse comme ça. Et je pense qu'il l'avait fait vraiment par curiosité, parce que dans l'âme, c'est pas vraiment un chasseur, Drogo. Donc voilà, je crois que je vous ai fait tout l'historique de la meute. Des fois, je vais vous faire une petite révélation là, juste après. Mais des fois, j'avais jusqu'à 9 chiens. J'avais jusqu'à 9 chiens sans compter les bébés. Et d'ailleurs, Drogo, la première portée de Luna, Drogo, c'était un vrai tonton poule, quoi. C'était vraiment le tonton des chiots. Tous les chiots l'adoraient quand il arrivait, lui sautait dessus. Voilà, normalement, je vous ai mis les images. Et quand je vous disais que je vais vous faire une révélation, quand même. C'est que, comme je vous l'ai dit, un jour, Drogo a grandi. Et par rapport à Kiba, comme c'est 2 mâles non castrés, il y a eu une espèce de lutte pour prendre la tête de la meute. Et des bagarres de chiens, il y en a eu souvent. J'ai souvent assisté à des bagarres de chiens. J'ai souvent séparé des chiens qui se battaient. Donc j'ai une certaine expérience de ce côté-là, même avec des gros chiens. Pour séparer des chiens qui se battent, le mieux c'est d'être au minimum 2.
Mais ça m'est souvent arrivé de faire face à cette situation. Alors des bagarres, voilà, c'était plus des démonstrations, on va dire. Mais ça m'est souvent arrivé de faire face à cette situation tout seul. Et il y a une fois, un jour, où où Drogo et Kiba se sont mis à s'affronter. Et là, c'était sérieux. Je veux dire, là, c'était pas une démonstration. Ils voulaient réellement en découdre. Et je suis allé pour les séparer. Malheureusement, j'étais seul. Et j'ai mal analysé la situation avant d'intervenir. En fait, j'avais pris confiance en moi. Et j'avais un peu... Tu te calmes. Bon, je reviens sur... là, vous avez vu, il y a un chien qui était détaché, un chien de chasse qui arrivait par en face. Et en général, les chiens, ils s'approchent pas. Hein. Là, c'est ce qu'a fait le chien. Il est parti sur le côté et il nous a contourné. Et donc, comme je vous le disais, oui, il y a eu une bagarre entre Drogo et Kiba. Et je suis intervenu et j'ai mal géré. En fait, j'ai fait une erreur. C'est quand je les ai séparés. Après les avoir séparés, j'ai placé ma main sur la gorge de Kiba. Et Drogo, en fait, est revenu à la charge. Et il a chopé Kiba à la gorge. Et donc, en fait, c'est moi qui l'a chopé à la main. Et il s'en est pas rendu compte tout de suite. Il s'est mis à secouer. Donc, en fait, j'ai accompagné le mouvement avec ma main justement pour pas qu'il m'arrache un doigt. Mais il se trouve que derrière, il avait suffisamment endommagé ma main pour que je perde l'usage d'un doigt. Et donc, il y a eu cette morsure. Donc là, âme sensible s'abstenir parce que, pareil, je vais vous montrer les images. Donc, si vous voulez pas voir la blessure, fermez les yeux maintenant. Voilà, c'est bon. Vous pouvez réouvrir les yeux. Et donc, il m'a sectionné plusieurs ligaments à l'intérieur de la main. Donc, il a mis un certain temps, comme je vous l'ai dit, à réaliser que c'est moi qui l'avais chopé parce qu'il avait les yeux fermés et qu'il secouait. Mais dès qu'il a compris, il a lâché immédiatement et il s'en est voulu. Dès qu'il a compris, et quand il a vu que c'est moi qui l'avais mordu, il s'est arrêté tout de suite, il s'est couché sur le côté et il était choqué de ce qu'il venait de faire. Et donc, comme je vous disais, il m'a sectionné plusieurs ligaments, mais au passage, il y a aussi des ligaments qui ont été déchiquetés et qui n'ont pas pu être réparés. Parce qu'on m'a refixé les ligaments à l'intérieur, mais certains qui étaient déchiquetés, ils ont tout simplement pas pu les refixer. Et donc, j'ai perdu l'usage d'un doigt. Et ça devenait vraiment très handicapant parce que je ne pouvais plus plier l'annulaire. Et donc, je sais pas si vous avez déjà essayé de fermer votre main comme ça en gardant l'annulaire droit. Enfin, même là, j'ai du mal. Mais on peut pas fermer complètement. Surtout au niveau du petit doigt, on ne peut pas fermer complètement la main. Donc là, c'est pas un doigt que je suis en train de faire. On peut pas fermer complètement la main. Et donc, c'est ce qui m'est arrivé. Je pouvais plus fermer complètement la main. Donc à ce moment-là, j'ai pris la décision de me faire amputer d'un doigt. Et c'est comme ça que j'ai perdu mon doigt. En fait, Drogo ne m'a pas arraché un doigt, mais je l'ai fait amputer par la suite pour une question de confort. Et maintenant, vous pouvez voir, je peux fermer ma main intégralement. En fait, j'ai retrouvé j'étais en train de devenir handicapé d'une main et j'ai retrouvé beaucoup de mobilité. Ouais, on voit encore les cicatrices sur le dessus. J'ai retrouvé beaucoup de mobilité à me faire retirer un doigt. Alors attendez, il faut que je regarde sur le GPS par où on part. Ouais, c'est par là. Donc voilà quoi, vous savez tout. Ça, je l'ai gardé secret pendant très longtemps, le fait que c'était non pas à cause de Drogo, c'est à cause de moi, mais que c'est Drogo. Je l'ai gardé secret très longtemps, que c'est Drogo qui m'a fait cette blessure. Tout simplement parce que je voulais pas que vous ayez une mauvaise image de lui, parce que ce chien est adorable. C'est vraiment un gros bébé, il adore les gens et il est vraiment adorable. Donc c'est un accident qui est arrivé et je lui en ai jamais voulu et je lui en veux toujours pas. Je sais que lui s'en est voulu pendant longtemps, mais maintenant ça y est, c'est passé. En fait, je savais qu'il s'en voulait parce que quand je venais le caresser justement avec cette main-là, à chaque fois il me reniflait le doigt et puis je le voyais coucher les oreilles derrière comme s'il était en train de me dire pardon. Donc je sais qu'il s'en est voulu pendant longtemps.
Mais maintenant c'est bien, il s'en veut plus maintenant, ça y est. Il sait qu'il est pardonné, il se sent pardonné. Et de toute façon je l'ai pardonné quasiment instantanément. Donc il n'y a jamais eu... j'ai jamais eu à cause de ça plus peur des chiens que... Enfin je veux dire, ça m'a pas développé une peur des chiens. Ça m'a pas développé une rancune envers lui, rien du tout. Hein. C'est un accident, c'est un accident. C'est entièrement de ma faute, c'est moi qui ai mal géré. Voilà la petite révélation que je voulais vous faire. Et je vous retrouve là pour vous dans quelques instants. Mais pour moi là, on va avancer un peu, on va traverser un village. Et puis après, je vous parlerai un petit peu justement de différents sujets autour de l'actualité. Allez, à tout de suite. Bon là on s'est fait un petit détour dans un village, Champagnac-la-Prune. Il y a une église mais elle est fermée. Par contre on a trouvé une petite épicerie, donc on a profité pour ravitailler en eau un peu. Parce qu'on cherchait un robinet depuis tout à l'heure, on n'a pas trouvé de quoi remplir les bouteilles. Donc du coup on s'est arrêté dans une épicerie, choper quelques petites bouteilles d'eau. Et un Malouf qui est là avec les loulous. Voilà. Et là, on va repartir dans quelques instants, cette fois-ci pour aller chercher un endroit pour aller camper. Allez, à tout de suite. Bon, ça y est, là on s'est posé pour la nuit. Donc la tente elle est plantée. Toujours la même tente que sur Compostelle. Très légère, mais assez chiante à monter. Mais bon, ça vaut le coup quand même. C'est vrai qu'après une journée de marche, c'est toujours un petit peu compliqué de monter le campement. Mais on s'y fait rapidement. Les chiens ils ont mangé là. Donc ils ont eu leur gamelle de croquettes. Et là maintenant c'est les oreilles de cochon pour les protéines, pour avoir un peu d'énergie demain. Alors, les oreilles de cochon, ils en auront qu'aujourd'hui parce que j'ai pu en emmener que 3. Donc là, c'est Cheyenne. Puis là-bas, je l'ai mis à part pour qu'il puisse manger son oreille de cochon tranquille. Hop. Et un petit Miro. Et nous, j'y vais tester des repas lyophilisés ce soir. Enfin, on va tester. Moi j'ai pris pâte bolognaise et pour Stella ce sera pommes de terre à la viande hachée, hachis parmentier en fait. Donc c'est des trucs, c'est déshydraté. On ouvre le sachet, on verse l'eau bouillante dedans et puis après on referme le sachet, on mélange bien avant. Et puis c'est comme les bolinos en fait. Je sais pas si vous avez connu les bolinos. Moi, j'en mangeais plein des bolinos quand j'étais petit. Ma mère qui nous prenait ça parce que c'était pas chiant quoi. Il y avait juste à foutre de l'eau bouillante dedans et puis après on mangeait. Et là c'est une sorte de bolinos améliorés. Alors ceux-là moi je les ai déjà goûtés, ils sont pas trop mal. Mais après on essaiera une autre marque aussi. C'est Steve qui m'avait filé aussi des repas d'une autre marque, donc on essaiera.
J'ai déjà essayé différentes marques. J'avais essayé une marque qui s'appelait Tactical, qui était assez cher. Puis c'était pas exceptionnel. Je crois qu'il m'en reste d'ailleurs un de ces quatre. Je le testerai aussi un peu dessus. Donc on va manger. Je vous retrouve après le repas pour vous dire comment c'était. Et puis après on va parler un peu de ces histoires de drapeaux là. J'ai des trucs à dire sur les drapeaux. À tout à l'heure. Bon, et pour faire bouillir l'eau, c'est toujours l'infatigable Jet Boy. Enfin, je dis infatigable, mais c'est mon deuxième. J'en avais un premier et à force, le pas de vis s'est mis à déconner. Donc celui-là, c'est le deuxième déjà. Puis derrière, il y a Drogo. Ouais, bien la mise au point. Dentastix. Le meilleur moment de la journée pour Cheyenne. Bon, ça y est. Tout le monde a mangé là. Pas tardé à se coucher. Alors vous, sur la vidéo, là, vous avez l'impression qu'il fait encore vachement jour. Oh, Drogo. Un peu d'intimité. Un peu de pudeur, je voulais dire. Vous, sur la vidéo, vous avez l'impression qu'il fait encore vachement jour. Moi, je vois dans l'écran du téléphone, là, c'est très éclairé encore. Alors que là, ici, il fait presque quasiment nuit, quoi. Je vois beaucoup mieux là, dans l'écran du téléphone qu'en vrai. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, par rapport à ces histoires de drapeaux. Là, on est le combien? On est le 16. Donc, je vous rappelle que le 10, il y a 6 jours. Oui, pour vous, vous serez le 17 quand vous regarderez cette vidéo, mais je l'ai publié avec un jour de décalage. Je fais ça parce que quand j'avais fait Compostelle, je publiais le jour même, et puis des fois, la vidéo qui devait sortir à 18h sortait à 23h. Donc, pour éviter ça, justement, je préfère faire avec un jour de décalage. Je vous rappelle que le 10, il y a à peine 6 jours, là, il y a pendant les fameuses manifestations de gauchos, là, il y a des gens qui se sont fait arracher le drapeau français. Et on voit aujourd'hui cette haine qu'il y a du drapeau français. Le fait que des gens se disent carrément que c'est l'incarnation du racisme, en fait, que de brandir un drapeau français. Et je vous avais dit que j'avais été surpris, en fait, de voir autant de drapeaux palestiniens. Et j'aurais aimé voir des drapeaux français. Mais bon, visiblement, les drapeaux français étaient malvenus. Et là, j'ai entendu dire que par rapport à Manuel, là, qui va reconnaître l'État de Palestine, donc toujours la même hypocrisie. Hein. On nous dit oui, c'est un symbole fort qui est lancé. Mais un symbole de quoi? Je veux dire, les Palestiniens, là, s'en foutent des symboles. Ils s'en foutent complètement des symboles. Et ce qu'ils veulent là, c'est que la situation revienne un minimum à la normale. Mais bon, c'est pas le cas. Et je veux dire, quand on nous a dit que Bachar el-Assad était en train de massacrer son propre peuple en Syrie à coups d'attaques chimiques, on n'a pas envoyé des symboles pour l'arrêter. On a envoyé des armées pour l'arrêter. Et là, on nous explique que avec des symboles, ça va arranger les choses. Et donc, il y a un mec, là, j'ai pas vu exactement qui c'était, qui a sorti que pour marquer le coup avec la reconnaissance de la Palestine, pareil, à un niveau symbolique, ils veulent mettre des drapeaux palestiniens sur les mairies. Je veux dire, ce pays est devenu complètement dingue. Le drapeau du propre pays est considéré comme quelque chose de mauvais, mais on va accrocher les drapeaux d'un pays étranger sur les mairies. C'est devenu complètement fou. Et il y a comment ça s'appelle cette manif qui reprend, donc le 18. Donc pour vous, ce sera demain quand vous regarderez cette vidéo. Et on nous annonce que le 18, ce sera encore gaucho à mort. Il va y avoir les Black Blocs, il va y avoir voilà quoi. Il prévoit le double de personnes. Donc on nous a dit la dernière fois qu'il y avait, 100 000 personnes. Et là, on nous dit qu'il y aura peut-être 200 000. Alors sur les chiffres, je veux dire, quand j'ai vu les images, il n'y avait pas l'air d'y avoir tant de monde que ça.
Par contre, j'ai aussi vu les images de ce qui s'est passé en Angleterre. Alors vous le savez, je suis pas super fan des roast beef, mais franchement là, chapeau à eux parce qu'ils ont fait une démonstration de ce que c'était justement, de ce que c'est justement que d'aimer son drapeau et d'aimer son pays. Il y a eu d'énormes manifestations contre l'immigration, donc on disait à la base aussi pour la liberté d'expression, mais en fait les manifestations étaient là surtout par rapport au problème d'immigration. Et on nous a annoncé dans les médias qu'ils étaient entre 100 000 et 110 000. Je veux dire, on a tous vu les images, les vues aériennes par drone de ces rues qui étaient noires de monde. Il y avait une personne au mètre carré, même plus quoi. Ils étaient collés les uns aux autres. Et ils ont tous manifesté avec le drapeau de leur pays, dans le calme. Dans le calme, il n'y a eu aucun incident. Alors que chez nous, même quand c'est quelque chose de festif, comme le football la dernière fois, eh bien les gens pètent tout. Voilà, les gens pètent tout. Faut que déjà, respect aux Anglais, respect au roast beef. Désolé, je vous taquine des fois, mais franchement là, énorme respect. Parce que ce que vous avez fait, magnifique, cette démonstration était magnifique. Qu'on annonce 110 000 personnes, alors qu'on le voit bien, il y a des chiffres qui sont sortis. Rien qu'au comptage visuel comme ça, au mètre carré, le nombre de personnes qu'il y avait, il y a des gens qui ont annoncé des chiffres de 1 million, ce qui me semble être beaucoup plus proche de la réalité, parce que les rues étaient noires de monde. Franchement, toute une grande avenue, toute une place, c'était noir de monde. Donc oui, les médias continuent de mentir dans ce sens-là. Oui, ça devient insupportable. Alors, à quand ce genre de manifestation en France, où ça se fera justement autour de l'amour du drapeau et de l'amour du pays, parce que pour nos adversaires idéologiques en face, ce qui pour moi sont atteints d'une maladie mentale. Pour moi, le gauchisme, c'est une maladie mentale. Et bien pour eux, aimer son pays, c'est forcément détester l'autre. Alors que ce n'est pas le cas. J'aime mon pays et j'aime les gens qui aiment leur pays. Et même si leur pays n'est pas le mien, j'aime. C'est la véritable diversité, c'est celle-ci. Voilà, donc bravo à eux. Franchement, bravo à cette manifestation. Et alors oui, il y a Philippe de Villiers qui a sorti une pétition aussi, à peu près au même moment, pour demander un référendum sur l'immigration en France. Il y avait plus d'1 million 200 000 signatures aux dernières nouvelles quand j'ai regardé. Et après, bon, évidemment, les médias disent directement que la pétition est certainement bidonnée, que il n'y a pas certaines personnes peuvent signer plusieurs fois. J'ai envie de dire, alors faisons ce référendum de manière sécurisée. Et je suis persuadé qu'il y aura autant de monde qui viendra signer cette pétition. Et c'est pas par racisme, c'est juste que à un moment, l'immigration comme c'est devenu insupportable. En fait, les gens font overdose. Il y a overdose de migrants. Les gens n'en peuvent plus. Et ils se rendent bien compte qu'on nous explique que le pays est dans une situation économique intenable. Mais on nous dit qu'au niveau de l'immigration, il n'y a pas de problème. C'est toujours quelque chose qui est bénéfique, qui apporte soi-disant un plus pour le pays. Je peux plus entendre cette histoire de richesse de l'immigration, de chance pour la France. Je peux plus entendre ces termes-là. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça aussi ? En fait, il y a un truc simple. Moi, je suis pour l'immigration choisie, tout simplement. Je veux dire, il y a une manière très simple de définir l'immigration choisie. Imaginez qu'un pote vous appelle et il vous dit j'ai 2 amis informaticiens qui sont dans ta région et ils ont nulle part où dormir. Donc est-ce que tu peux au moins en héberger un pour la nuit ? Toi tu te dis les mecs je les connais pas, mais là c'est un pote en qui j'ai confiance qui me demande d'héberger quelqu'un, donc tu te dis oui je veux bien en héberger un pour la nuit, voilà, parce que t'es mon ami, donc je te rends service. Et là, à ce moment-là, ton pote, il t'annonce, il fait par contre, je te préviens, parmi ces 2 informaticiens, il y en a un qui a déjà été condamné pour viol, séquestration, agression sur mineur et tout. Et après, il te demande lequel tu veux. Je vais prendre l'autre.
Celui qui n'a pas fait d'agression sur mineur, celui qui n'a pas eu de condamnation et tout. Je vais prendre plutôt l'autre. L'immigration choisie, c'est juste ça. C'est-à-dire que là, tu es chez toi, ton pote te demande d'accueillir des étrangers. Et donc, derrière, tu choisis celui qui, on va dire, celui qui représente le moins de risques. Et là, dans notre pays, c'est pas le cas. Dans notre pays, ce n'est pas ce qui se passe. Dans notre pays, on accueille tout le monde. Des gens qui rentrent illégalement, des gens qui justement des fois ont commis des crimes dans leur pays et tout simplement qui fuient la justice de leur pays et ils arrivent ici en France de manière illégale et ils déposent une demande d'asile parce qu'ils seraient soi-disant en danger dans leur pays. Mais oui, ils sont en danger par rapport à la justice. Alors en plus, comme quand ils arrivent, ils donnent de fausses identités, ils donnent de faux noms et puis la demande d'asile elle dure dans le temps. Et bien au bout d'un moment, tout simplement, ça n'est plus tenable. On ne peut pas accepter comme ça, continuellement, de faire rentrer sur notre territoire des gens qui représentent une menace. Et donc, c'est juste du bon sens. Voilà, c'est pas une histoire de racisme, c'est juste une histoire de bon sens. Il faut penser, en fait, quand on fait ça, il faut penser à sa maison. Est-ce qu'on laisserait n'importe qui rentrer à l'intérieur de notre maison? Et si vous invitez quelqu'un chez vous et s'il fout le bordel, est-ce que vous le mettez pas dehors, tout simplement? Donc tout ça me semble juste être du bon sens, mais les gauchistes dans leur maladie mentale, ont réussi à paralyser les gens, à leur faire croire que tout ceci en fait ne serait que du racisme. Voilà, bon, je vous avoue que je suis un petit peu fatigué. On a fait pour la reprise là, on a fait pratiquement 17 km aujourd'hui. Je crois 16 km 800, ce qui est pas mal. Hein. Franchement, Malouve m'a impressionné. Parce que faire une distance comme ça pour une première fois, franchement, c'est impressionnant. Et puis, demain, on va redémarrer. Je pense que demain, on va faire un petit peu plus. Je pense vraiment qu'on va arriver à notre destination en 3 jours. Et d'ailleurs, je vous révélerai notre destination demain, dans l'épisode de demain. Donc, oui, alors sur les repas aussi. Les 2 repas qu'on a fait. Le hachis parmentier, elle a trouvé ça vachement bon. Elle m'a dit que en fait c'était super cool après une journée de marche comme ça de pouvoir manger chaud. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi la musique que vous avez entendue en introduction et normalement aussi au cours de cet épisode. Ça dépendra du montage que je vais faire derrière, mais j'ai déjà une petite idée de la manière dont je vais monter ça. Donc la musique que vous avez entendue, c'est l'Alma Prod, c'est Strikey. En fait, ce son-là, Strikey me l'avait fait il y a presque 1 an. Quand je faisais la série sur la route, donc quand j'étais avec le camion. Et d'ailleurs sur la route ça s'est arrêté à l'épisode 4, je croyais que j'étais allé plus loin. En fait il y avait un épisode 5, un épisode 6 que j'ai jamais mis en ligne. tout simplement parce que je comptais continuer ce petit voyage à travers la France. Et quand j'ai rencontré Stella, à partir du moment où on s'est rencontrés, on s'est plus lâché quoi. Et donc je suis resté dans le secteur, on a commencé à se voir de plus en plus et puis au bout d'un moment, elle vivait dans un camping-car, moi je vivais dans mon camion et au bout d'un moment, on avait pris un mobil-home dans un camping pour pouvoir être ensemble. Je sais pas si vous vous rappelez de cette période-là. Et puis depuis, c'est pour ça qu'en fait la série sur la route s'était arrêtée en cours de route, tout simplement parce que je l'ai rencontré et que depuis on s'est pas lâché. Et qu'est-ce que je voulais ajouter d'autre? Je sais pas si j'oublie quelque chose. La musique, je l'ai dit, c'est bon. Donc de toute façon, sera écrit le crédit de la musique à la fin, Strikey, l'Alma Prod. Donc vous pouvez retrouver. Celle-là, je sais pas si elle l'a publiée sur sa chaîne. Parce qu'il me l'avait envoyé en exclu et je devais l'utiliser dans la série sur la route. Et finalement, ça se retrouve dans la marche des loups. Et les chiens ont bien marché. Ils kiffent en fait. De toute façon, ils adorent. Cheyenne, c'est un tracteur. Elle est comme sa mère. Comme sa mère, Luna. Quand on partait en rando, comme ça, elle prenait un rythme. Et elle se tient au rythme. Et elle est super régulière. Et elle tracte. Et elle part pas dans tous les sens. Elle change pas de rythme. Méro, à côté, lui, il a plus de difficultés avec ça. Il a plus de difficultés à garder un rythme. Donc, voilà. Allez, je vais retourner à la tente. Je vous fais un gros bisou à tous. Et puis on se retrouve demain maintenant.
pour une autre journée, un autre épisode de cette toute petite aventure. Allez, un gros bisou à tous.